Il existe une poudre blanche qui coûte 2 $ dans presque toute jardinerie ou quincaillerie. Elle élimine les ravageurs du jardin depuis avant les pesticides chimiques. Elle tue fourmis, pucerons, coléoptères, limaces, tétraniques, punaises des courges, moucherons du terreau et plus de 150 autres espèces nuisibles. Aucun produit chimique, aucun calendrier de pulvérisation, aucune résistance. Le 100e insecte qu'elle touche meurt comme le premier. Et le marché mondial des pesticides pèse plus de 84 milliards de dollars par an, d'après le rapport sectoriel 2022 de Grandview Research, en vous vendant des flacons liquides qui cessent d'agir dès que les insectes s'y adaptent. Un sachet de cette poudre à 2 $, lui, ne cesse jamais d'agir. Jamais. Ce n'est pas un hasard, c'est mathématique. Et il y a un point sur l'endroit où l'appliquer que presque tous les débutants ratent. Et c'est la seule raison pour laquelle des gens essaient une fois, ne voient rien, puis n'y reviennent jamais. On va y venir. Mais comprenez-le tout de suite. Cette seule erreur est l'unique raison pour laquelle cette poudre n'a pas déjà remplacé la moitié d'un rayon dans toutes les jardineries du pays. Rien qu'aux États-Unis, l'industrie des pesticides, selon les données annuelles 2021 de l'American Chemistry Council, rapporte environ 17 milliards de dollars par an. Pas dans le monde, sur le seul marché intérieur. Ce chiffre dépend entièrement d'une idée. Croire que lutter contre les nuisibles exige de la chimie. Qu'il faut un produit auquel les insectes finiront par survivre, qu'il faut revenir en magasin chaque saison. On ne bâtit pas une industrie de 17 milliards de dollars sur une poudre qui marche pour toujours et coûte moins qu'un café. Dès que la plupart des jardiniers découvrent ce qu'est réellement cette poudre, non pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est physiquement, la logique financière derrière le fait qu'on ne la leur ait jamais mise en main devient limpide. Ce silence n'est pas de l'ignorance, c'est un modèle économique. Cette poudre s'appelle la terre de diatomée. Et avant d'aller plus loin, voilà ce que c'est vraiment. Il y a des millions d'années, de minuscules algues unicellulaires appelées diatomées vivaient dans les océans et les lacs du monde entier. Elles étaient plus petites que le point à la fin de cette phrase. À leur mort, leurs coquilles tombaient au fond. Avec le temps, elles se sont accumulées en couches épaisses sur les lits des rivières et les fonds marins. Ces couches ont fini par sécher et former des dépôts rocheux, toujours composés presque entièrement de ces coquilles d'origine. Ce que vous achetez aujourd'hui en sachet, ce sont ces coquilles, réduites en fine poudre blanche. Chaque grain, même s'il ressemble à de la poussière, est en réalité composé de milliers de coquilles fossilisées microscopiques. Et chaque coquille, vue au microscope, est couverte de minuscules arêtes dentelées, comme du verre brisé si petit qu'on le distingue à peine. Voilà tout le mécanisme. Pas de chimie, pas de poison, de la physique. Quand un insecte traverse cette poudre, ces minuscules arêtes entaillent la fine couche cireuse qui recouvre son corps. Cette couche agit comme un imperméable. Elle retient l'humidité. Sans elle, l'insecte se déshydrate de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne peut pas compenser en buvant. Il ne peut pas non plus évoluer pour y échapper. Un cafard ayant survécu à 10 générations de pesticides chimiques meurt quand même de la terre de diatomée, parce que ses ancêtres n'ont pas pu transmettre un autre type de peau. Il n'existe aucun gène de l'immunité aux éraflures. Le programme Integrated Pest Management de l'Université de Californie l'a confirmé dans ses recherches publiées sur les méthodes physiques de lutte. La terre de diatomée tue par déshydratation causée par l'abrasion, pas par action chimique. Les insectes n'ont jamais développé de résistance. Ils ne le peuvent pas. C'est de la physique, pas de la biologie. Les humains et la plupart des animaux, y compris les animaux de compagnie, n'en subissent aucun effet. La raison, c'est la taille. Les arêtes qui sont dévastatrices pour une créature de la taille d'une fourmi sont totalement inoffensives pour une peau ou des tissus de la taille d'une main humaine. Pour nous, c'est juste une poudre fine. Pensez à la différence entre du papier de verre sur le bout d'un doigt et sur une fourmi. Dans un cas, c'est désagréable. Dans l'autre, la fourmi y passe. La seule vraie consigne de sécurité, c'est celle-ci. N'en respirez pas pendant l'application. Toute poussière fine, farine, sciure, bicarbonate, irrite les poumons si on en inhale beaucoup. Portez simplement un masque anti-poussière quand vous la saupoudrez. Une fois déposé sur votre plate-bande ou vos plans, vous pouvez être à côté sans risque. Maintenant, avant d'aller plus loin, l'erreur, celle qui fait rater chaque première tentative. L'erreur se joue à la première étape, pas à la dernière, à la première. Voilà ce qu'il vous faut. Je préfère être franc sur chaque chiffre. Un sachet de terre de diatomée de qualité alimentaire. C'est important? Qualité alimentaire. Pas qualité piscine. La terre de diatomée pour piscine a été chauffée jusqu'à ce que la silice qu'elle contient change de forme et devienne réellement nocive si on en inhale de grandes quantités. La qualité alimentaire, elle, n'a pas subi ce traitement. C'est la version sûre, et elle élimine tout aussi bien tous les ravageurs de votre liste. Vous en trouverez en quincaillerie, en jardinerie ou en ligne. Un sachet de 2 livres coûte environ 2 à 4 $.
Un sachet plus grand de 5 livres coûte en général entre 6 et 8 dollars. Pour un potager domestique standard, disons une surface de la taille d'une table de salle à manger, un seul sachet de 2 livres suffit largement pour toute une saison d'application. Il vous faut aussi un poudroir. C'est simplement une petite poire soufflante ou un flacon souple à embout. Certains jardiniers prennent une vieille bouteille de ketchup en plastique bien rincée. D'autres, une poire à jus. Il faut juste de quoi envoyer un petit nuage de poudre sur un point précis sans la verser en tas. C'est important. On va voir pourquoi juste après. Si vous n'avez pas de poudroir, fabriquez-en un avec un flacon plastique souple et quelques petits trous dans le bouchon. Coût 0 si vous avez déjà le flacon. Un petit poudroir plastique premier prix en magasin de bricolage coûte environ 3 à 5 dollars. Et il tient des années. Et c'est vraiment tout. Pas d'équipement spécial, à part un masque anti-poussière basique que vous avez sûrement déjà. Pas de mélange, pas de dosage, pas de créneau précis à respecter. 2 choses, un sachet et un flacon. Voyons maintenant comment l'utiliser vraiment, et l'erreur se glisse dès la première étape. Commencez avec des plantes sèches. C'est la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Des plantes sèches. La terre de diatomée ne marche pas quand elle est mouillée. Dès qu'elle prend l'humidité, même avec la rosée du matin, elle s'agglomère. Ses arêtes vives se collent entre elles. Et la poudre ne blesse plus rien. Elle reste là, inoffensive, jusqu'à sécher de nouveau. Et une fois sèche, elle redevient active. Mais voilà ce que font la plupart des gens. Ils l'appliquent le matin, avant que la rosée ne parte, ou juste après l'arrosage, ou juste avant la pluie. La poudre reste humide sur les plantes, ne fait rien. Quelques morsures de plus apparaissent sur les feuilles, et le jardinier conclut qu'elle ne sert à rien. Le problème, ce n'est pas la poudre, c'est le mauvais moment. Appliquez-la l'après-midi, quand le soleil a eu quelques heures pour sécher les feuilles et le sol. Pas juste après l'arrosage, pas juste avant la pluie, il faut du sec. Voilà tout le secret. C'est la seule chose à retenir, sec. Quand les plantes sont sèches, tenez le poudroir à une largeur de main de la feuille et envoyez une brève bouffée. Il faut une fine pellicule blanche et régulière sur le dessus et le dessous. Le dessous est même plus important que le dessus. La plupart des insectes qui grignotent, chenilles, pucerons, tétraniques, punaises des courges, passent surtout leur temps sous la feuille. C'est là que le tissu est plus tendre, c'est là qu'ils mangent. Si vous ne poudrez que le dessus, vous ne couvrez que la moitié de la surface où les ravageurs circulent. Soulevez les feuilles, poudrez le revers. Chaque feuille, chaque plante qui montre des dégâts ou une présence de ravageurs. Passez ensuite au sol. Faites le tour du pied de chaque plante, là où la tige rejoint la terre, et déposez un fin anneau de poudre au sol. Pas un tas, pas une montagne. Un anneau fin, large comme la main. Ça stoppe les insectes du sol, comme les fourmis, les limaces et les coléoptères, avant même qu'ils n'atteignent la plante. Les fourmis sont particulièrement prévisibles. Elles reprennent exactement les mêmes trajets à chaque fois. Un anneau de terre de diatomée autour du pied casse cette piste. La première fourmi qui tente de passer n'y arrive pas. Celle derrière capte les signaux chimiques du corps et change de route. En 1 ou 2 jours, un carré bien poudré montre déjà beaucoup moins de passages de fourmis, rien qu'avec cette barrière au sol. Prenez maintenant un peu de recul et regardez tout le jardin. Tout ce que vous voyez avec des dégâts, trous dans les feuilles, dépôts collants sur les tiges, traces blanches poudreuses au sol, ce sont des zones actives. Repassez un peu plus sur ces endroits. N'ensevelissez pas les plantes sous la poudre. Visez une couche légère et uniforme, comme du givre sur une vitre, à peine visible, juste là. Les premiers résultats apparaissent en général en 1 à 3 jours. Vous verrez moins d'insectes vivants sur les feuilles. Vous pourrez voir des insectes morts ou mourants sur le sol près du pied. Certains, surtout les pucerons, sembleront simplement disparaître, parce qu'ils seront morts ou partis vers des plantes plus faciles. Ce n'est pas un échec de la poudre. C'est exactement son rôle. Et voici l'autre erreur que presque tout le monde fait après l'application. Oubliez que la pluie remet tout à zéro. La terre de diatomée se lave. Après n'importe quelle pluie, même légère, il faut en remettre. Ce n'est pas un défaut du produit. Pensez-y comme à la crème solaire. Elle marche très bien jusqu'au moment où vous allez nager. Ensuite, il faut en remettre. La terre de diatomée, c'est pareil. Elle marche très bien jusqu'à ce qu'il pleuve dessus. Après, on en remet. Gardez le sachet à portée de main. Faites-en une habitude. Chaque fois que de la pluie est annoncée, vérifiez avant et après si vos plantes sont encore légèrement poudrées. Si la poudre a disparu, elle a été lessivée et doit être remplacée. Voilà l'application complète. 2 dollars. Un sachet. Des plantes sèches, une couche légère, le dessous des feuilles, un anneau au pied, réappliqué après la pluie. Maintenant, parlons de ce que ça peut devenir. Parce qu'un seul sachet dans un seul jardin, ce n'est que le début.
Un seul jardinier avec un seul sac peut protéger un carré de tomates, de poivrons et de courges pendant toute une saison. Le même jardinier, avec 3 sacs, pour moins cher qu'un seul flacon de spray chimique, peut couvrir tout un ensemble de bacs surélevés, protéger un jardin d'aromates, traiter le tronc et le pied d'un arbre fruitier, et garder encore de la poudre pour les plantes d'intérieur sur le rebord de la fenêtre, celles qui ont des moucherons du terreau. Le calcul s'étend sans limite. Une famille de 4 qui cultive un demi-acre de potager peut protéger toutes ces cultures comestibles pendant un été pour moins qu'un seul repas au restaurant. Et si vous voulez aller plus loin, si vous vous demandez à quoi ressemble la vraie autonomie, la terre de diatomée joue un rôle dont la plupart des gens ignorent encore l'existence, dans le stockage des céréales. Le stockage antique, pour être précis. Depuis des milliers d'années, bien avant que quiconque sache ce qu'était un microscope ou à quoi ressemblait une diatomée, des paysans d'Égypte, de Chine et de toute l'Asie du Sud-Est mélangeaient une terre riche en silice, aux grains stockés, pour éviter les infestations d'insectes. Le Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian a documenté l'usage de poussières minérales dans des greniers de l'Égypte antique, datant de plus de 4000 ans. Ces paysans ne connaissaient pas le mécanisme, ils connaissaient le résultat. Le grain stocké avec la bonne poudre restait sain bien plus longtemps que celui stocké sans. Ils ont gardé ce savoir, ils l'ont transmis. Et il marche encore aujourd'hui. Des recherches récentes du Department of Grain Science de la Kansas State University ont confirmé que mélanger de petites quantités de terre de diatomée au grain stocké, en gros l'équivalent d'une petite poignée pour un grand seau de grains, réduit fortement les populations d'insectes sur le long terme, sans laisser de résidus chimiques dans le grain que vous mangerez ensuite. Pour quelqu'un qui stocke des haricots, du blé, du maïs ou du riz pour les urgences ou pour vivre en autonomie toute l'année, ce n'est pas un détail. C'est une infrastructure. C'est la différence entre 6 mois de réserve qui restent comestibles et 6 mois de réserve qui deviennent une colonie de charançons dès le 3e mois. Il y a encore une chose au sujet de cette poudre qui a mis du temps à émerger, et elle change votre façon de voir tout le problème de la gestion des nuisibles, pas seulement au jardin, mais dans toutes les directions que prend une vie autonome. Aucune facture, aucune infrastructure. Demandez la permission à personne. La limite réelle, la voici. La terre de diatomée marche surtout sur les insectes à corps mou ou à carapace légère. Sur les coléoptères à carapace très dure, comme les hannetons par exemple, elle agit plus lentement parce que la coque est plus épaisse et met plus de temps à s'user. Elle n'est pas inefficace sur eux, mais elle est plus lente. Dans ces cas-là, déposez une bande plus épaisse de poudre autour du pied de la plante pour que le coléoptère en traverse davantage en approchant. Aide énormément. Elle ne tue pas non plus les insectes qui n'entrent jamais en contact direct avec elle. Des ravageurs volants qui se posent brièvement puis repartent n'emportent parfois pas assez de poudre pour se déshydrater. Dans ce cas, pensez à des colonies de pucerons arrivés avec le vent. L'essentiel est de les attraper une fois installés et en train de marcher sur des surfaces traitées, ce qui arrive en général 1 ou 2 jours après l'atterrissage. Ce n'est pas une barrière totale du ciel jusqu'au sol, c'est une défense au niveau du sol et des surfaces. C'est un élément d'un système anti-nuisibles au jardin, pas le système entier à lui seul. Mais pour tout ce qui rampe, grimpe sur une tige ou suit un passage dans la terre, c'est l'outil le plus efficace, le moins cher et le plus durable que vous puissiez avoir en main. Toutes les civilisations anciennes qui ont découvert ça, les Égyptiens protégeant leurs récoltes, les paysans de la dynastie Han défendant leurs greniers, les gardiens traditionnels du grain en Inde tapissant leurs fosses de stockage de cendres riches en silice, ne l'ont pas découvert parce qu'ils étaient scientifiques. Ils l'ont découvert parce qu'ils observaient. Ils mélangeaient certaines terres à certains espaces et regardaient ce qui cessait de mourir et ce qui commençait à survivre. Le savoir né de cette observation, c'est le même que vous tenez aujourd'hui dans un sac à $2. La réaction qui tuait leurs nuisibles est toujours la même. La physique n'a pas changé. Les coques de diatomée ont la même forme qu'elles ont toujours eue, fossilisées et en attente dans des gisements de Californie, d'Allemagne ou de Chine, réduites en poudre, mises en sachet, puis posées sur une étagère à côté d'un flacon qui coûte 15 fois plus cher et qui cessera de marcher, au moment même où les insectes qui y ont survécu apprendront à leur descendance comment y survivre à leur tour. Ce flacon a une durée de vie. Votre sac ? Non ?